Aujourd'hui, on va rencontrer Fernand. Il vit dans une résidence senior en Normandie. Fernand, il a 103 ans et il est rescapé des camps de la mort, plus particulièrement d'Auschwitz-Birkenau. Quand je le rencontre, il porte un béret, il a le sourire plein de malice et le visage strié par les rides. Il est devenu aveugle et pour qu'il entende mes questions, j'ai dû parler un peu plus fort que d'habitude. Son destin, c'est celui de millions de personnes bousculées par l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Fernand n'est ni juif, ni tzigane. S'il est déporté, c'est parce qu'il est mobilisé dans le cadre du STO, le service du travail obligatoire. De 1942 à 1945, des centaines de milliers de travailleurs français seront déplacés puis forcés à participer à l'effort de guerre allemand. Avec Fernand, on voulait parler de tout ça et surtout de l'après. Comment est-ce qu'on fait pour vivre ? Ah aussi, je suis accompagné de Stéphanie, l'infirmière, et de Jean-Jacques, le maire de la commune. Les gens du coin, épisode 2, c'est parti. Bonjour, enchanté. Bonjour. Raphaël Lardeur. Vous allez bien? Stéphanie Chamaré, enchantée. Écoutez, ravi de vous voir. Alors je suis un petit peu malade. Peut-être que moi je vais aussi, vous donner un devoir, masque. De toute façon, on est obligé de rentrer avec le masque. Ah oui, d'accord. Tenez, hop. Merci beaucoup. Bon, Fernand, Il est au courant il est bien. qu'on vient. Oui. J'ai appelé mes collègues ce matin pour leur dire de le mettre pas trop tôt au fauteuil pour qu'il puisse se reposer et qu'il puisse discuter un peu avec nous. Donc voilà, ça devrait être bon. Bon. Et puis je lui ai dit que nous deux on venait, donc il nous connaît, donc... Super. Bonjour. Bonjour. Attendez que je me trompe pas, c'est pas là, c'est par là. Oh la zut. Coucou Fernand. Bonjour. C'est Stéphanie. C'est Stéphanie et Jean-Jacques. Ah, bonjour Stéphanie. Ça va? Bon, t'inquiète pas, tu faisais la sieste. Je vais t'expliquer quelque chose, Fernand. Oui. Aujourd'hui, j'ai encore un journaliste qui vient qui s'appelle Raphaël. Et en fait, il aurait besoin de ton témoignage, qui est très important pour nous et pour les enfants de l'école et pour l'avenir. Merci Fernand de bien vouloir témoigner au micro d'Actu.fr. Alors on va recommencer depuis le début. En 1942, à seulement 20 ans, vous êtes déporté par l'Allemagne nazie à Auschwitz-Birkenau. Comment vous l'apprenez et est-ce qu'à l'époque vous savez où vous allez ? À 20 ans, ça me surprenait un peu, puis à 20 ans, on ne se rend pas compte. On part, il fallait partir. Parce qu'on ne passait pas à côté. Qu'est-ce qu'on va faire ? Où est-ce qu'on va ? On ne savait pas. Dans ce camp de concentration, vous y êtes resté 2 mois et 3 jours, du 7 novembre 1942 au 14 janvier 1943. Comment vous y étiez traité par les nazis ? On ne connaissait pas. On attendait vivement le soir pour rentrer au camp. C'était un chef qui vous commandait, un autre qui vous décommandait. Enfin, c'était compliqué. Un coup, c'était peut-être un petit peu mieux, le lendemain, c'était pire. On ne savait pas. C'était le béton, nous faisions. Que j'en ai presque honte de le raconter. Pourquoi vous en avez honte ? Pourquoi nous avons envoyé là-bas comme ça, sans motif, on n'avait pas de motif. On avait que l'âge. Le motif était l'âge, on avait 20 ans. Lorsque vous arrivez à Auschwitz, est-ce que vous avez conscience qu'on extermine les juifs ? Que c'est devenu une usine en fait à exterminer les juifs ? Oh ben, vous savez... Il ne fallait pas être difficile pour l'imaginer, parce qu'il y avait beaucoup de morts. Vous vous en rendez compte comment ? C'était l'odeur, la fumée ? Tout, mais surtout la fumée. L'odeur redescendait, mais beaucoup moins, la fumée. Ben, on le savait parce qu'on en voyait tellement passer. On savait bien qu'il se passait. Et on savait bien d'où il sortait. Après où il sortait, pas terminé. Hein? Ça fonctionnait jour et nuit, alors il fallait du monde. Il fallait alimenter. C'était alimenté, il y avait du monde, il y avait même de trop. Alors Fernand, on va continuer le fil de votre histoire parce que vous, c'est le travail qui vous sauve de la mort. Comme vous êtes né sous X, que vous n'avez pas de parents, vous êtes suspecté par les nazis de ne pas être de race pure et donc condamné à mort et on vous donne ce matricule, 31 949. Mais coup du destin, en janvier 1943, après la bataille de Stalingrad, le Troisième Reich manque de bras et doit appeler des personnes qualifiées pour travailler dans des usines en Pologne.
Et vous, c'est votre cas, c'est votre savoir qui vous sauve. Grâce à mon savoir. Grâce au savoir que j'avais appris ici dans une petite boîte de randonnée qui était grosse de 45 ouvriers, 45 ouvriers. J'ai appris le travail, qui est un travail difficile parce qu'on faisait des travaux rares. Moralement, c'est que je tenais le coup et que je faisais des choses que je pouvais faire. Vous êtes donc envoyé à Malapane, c'est un camp de travail situé non loin d'Auschwitz, car vous êtes noyauteur, mouleur. Alors juste, Fernand, pour préciser aux auditeurs et aux auditrices, il s'agit d'un métier destiné à fabriquer des moules qui seront remplis de métal en fusion. Ça va servir notamment à faire des obus, à créer des chars. Et vous travaillez pour une certaine entreprise, IG Farben, c'est IG Farben, c'est l'entreprise qui fabrique le Zyklon B, un gaz qui a été utilisé pour exterminer les Juifs. Est-ce que vous le saviez ? À l'époque, on ne savait pas ce que c'était que le Zyklon B. Mais on l'a suivi dessus parce qu'on a vu dessus que les gens qui sortaient par la cheminée n'étaient pas martyrisés, mais ils avaient été... Tout ça, moi, je n'ai pas été à Suicide, je ne peux pas dire. On m'a trouvé trop jeune pour être un noyauteur. J'étais trop jeune. Bien sûr, je leur ai montré comment faire. Mais après, il fallait faire votre travail. Vous aviez un temps de travail pour chaque chose. Chose qu'il fallait un quart d'heure pour la faire. Il ne fallait pas y mettre une demi-heure. Hein. Qu'est-ce qui se passait pour ceux qui refusaient de travailler et qui tentaient de résister ? Ben, on les mettait dans un autre travail, c'est-à-dire plus dur encore pour qu'il en meure. Le pied bigolait, là. Il n'a pas pu tenir le coup, il n'a pas pu. On l'a dit, on va vous mettre travailler dehors. C'est bien plus simple. Quand il faisait des mois, beaucoup, et qu'il travaillait dehors, la chose était vite entendue. Il est mort là-bas comme ça. Comment c'étaient vos conditions de travail ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? La faim. La faim, le froid après. C'était pas bon sur manger. C'était des choses avariées ou des choses comme ça, c'était pas bon. Pour manger, quand c'était l'heure du casse-croûte, il y en a qui avaient des casse-croûtes dans les Allemands. Il y avait des Allemands, des Polonais, il y avait tout le monde. Hein. Il n'y avait pas que des Français. Parce que la pomme de terre, c'était rare. C'était pas rare. Non, mais je veux dire, on ne la mangeait pas comme on pense. Hein. Et sur l'hygiène ? Ah, alors l'hygiène, c'était les poux. Tous les soirs, vous pouvez être 40 poux sur votre cheminée, sur votre chemise. Je n'avais autant de lendemain. Hein. Ah non, c'est pas des poux de tête, c'était des poux de corps. Les poux de tête, on en avait peut-être, mais nous, c'était pas, c'est les poux de corps qui étaient dans nos doublures de chemise. Là. Avec tout ce que vous nous racontez, on a l'impression, et c'est le cas, vous avez été déshumanisé. Comment vous avez tenu le coup ? Nous pouvions écrire le soir, pour longtemps, parce que mais pas écrire grand-chose, c'est ce que je voulais dire. Fallait... Les lettres étaient retenues une par une avant d'être envoyées. Aucune lettre ne partait d'abord, sans avoir su le cachet de la censure. Aucune. Pendant 3 ans, vous avez donc subi l'horreur, les camps, le travail jusqu'à la mort, parfois de vos camarades dans les baraquements. Vous êtes finalement libéré le 21 janvier 1945. Qu'est-ce que vous faites ensuite ? Comment s'est déroulé votre voyage retour ? Est-ce que vous partez tout de suite d'ailleurs ? Quand j'étais libéré en Russie, en Pologne, on est monté en Russie par bateau. On a traversé le Dniepr. Les trains soviétiques qui descendaient avec de la nourriture. Il n'y avait pas que d'armement, il y avait de la nourriture, il y avait des tonneaux. Enfin, on est arrivé à Odessa. À Odessa, on était 3 semaines, peut-être 3 bonnes semaines. On était bien sûr à Odessa, très bien sûr. C'était des femmes, il y avait plus un seul homme que des personnes âgées. Ces personnes âgées qui sont venues nous descendre du train, qui est arrivé de France, d'Allemagne, et qui savaient qu'on était des Français. Toutes ces personnes âgées, ces vieilles femmes, elles nous embrassaient, les Français. Nous étions des amis.
À Odessa, on l'a bien compris, vous retrouvez donc une certaine forme d'humanité. C'est ça qui vous touche d'ailleurs. Pendant 3 semaines, vous mangez, vous vous reposez, et ensuite vous prenez le bateau pour la Marseille. Vous voyez Marseille, où c'est qu'est Marseille, vous voyez Odessa, où c'est qu'est Odessa. Ensuite, on a d'abord bien mangé. On a mangé une bouillabaisse. Une bouillabaisse. Tous une bouillabaisse. Il y avait pas tout pour le même jour. Et le lendemain matin, il y a beaucoup qui avaient des élections, d'autres qui n'avaient pas encore. C'est qu'on était je ne sais combien de personnes. Hein. Et toi, mon petit gars, où tu vas? Une dame qui me dit, j'étais jeune. Ah oui, j'ai dit, mais en Normandie. Elle m'a dit, n'y va pas, mon gars. N'y va pas, mon petit gars, reste avec moi, comme elle dit. Il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien là-bas. Tout est descendu. Reste avec moi, je suis toute seule, jeune femme. J'ai dit non, ma fille, je rentre voir mes parents. Elle voulait me garder. Après Marseille, vous prenez le train pour Paris, puis l'Aigle, la commune dans laquelle vous êtes aujourd'hui et qui vous a vu grandir. Comment les gens vous reçoivent? Comment ça se passe? Mais moi, je vais vous dire ce qui m'a été dit. Ma tante était un petit peu braque, un peu comme ça, mais elle était bonne, elle m'avait élevé. Et ma tante, inspirée, sûrement, en entrant, nous dit « Ah, ben vous voilà quand même, depuis le temps que la guerre est finie. » On se demandait si on est. Ce que vous ne dites pas, Fernand, c'est qu'en 1945, quand vous arrivez à l'Aigle, personne ne vous croit. Quand vous racontez que les nazis exterminent par millions les juifs, personne ne vous croit. Oh, les gens, s'en foutent pas mal. Hein. Oui, quelques-uns qui comprennent ce que c'est ou qui voient ce que c'est. Mais quand c'est, vous dites à un gars qui va au-dessus à telle place, c'est comme si tu disais contribuer au Bézolès à telle place, hein, ils s'en foutent. Hein. Est-ce que de retour dans votre ville natale et dans votre vie en général, vous avez repensé à ce que vous avez vécu, à toute cette histoire? Est-ce que vous en avez fait des cauchemars? Non, j'ai évité de penser de ça. Je faisais de la musique. J'ai joué de la musique. J'ai fait bal pendant 10 ans de temps. Je faisais bal de saxo alto. Mais tout ça, ça m'a endormi, voyez-vous. Et puis j'ai recommencé mon travail à la fonderie. Et on a recommencé à travailler. Et notre travail, ça nous a tout effacé. Ben oui, la musique. Parce que nombre de gens, je ne s'imagine pas tout ce que ça peut être. Quoi. Heureusement, parce que leur dire ça, bon, ils comprenaient bien, bah, mon pauvre gars, c'était long, oui, puis c'est suite, mais c'est tout. Quand vous évoquez ils ne savent pas, personne ne sait quand c'est comme ça. Est-ce que vous avez réussi à recommencer votre vie? Il me semble même que quelques années après votre retour, vous vous êtes marié. On a recommencé notre vie, bien sûr. Et puis après, reprendre le boulot. On a repris le boulot. J'ai pris mon boulot. De fondeur à la fonderie. Et petit à petit. Et ta femme? Et ma femme, je me suis marié. Je m'étais marié, je ne sais plus combien de temps. Tu l'as rencontrée où, ta femme? C'était une femme. C'était la fille d'un de mes vieux copains de fonderie. Voilà. Et vous avez eu des enfants? Ah, Sylvain, qui est toujours là. Fernand, ça sera ma dernière question. C'est une question pour la suite, pour l'avenir. Quand vous voyez que l'idéologie nazie, elle redevient populaire aujourd'hui, que ce soit en Allemagne, en Autriche, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait mal au cœur. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais enfin, qu'est-ce que je voulais? C'est des antagonismes depuis longtemps qui durent. Puis qui dureront, je crois, tout le temps. J'en sais rien, je ne sais pas. J'espère que non. Car cette fois, ça ne se passera pas comme le dernier coup. C'était le 2e épisode de la série Les gens du coin, un podcast proposé par actu.fr. On se retrouve la semaine prochaine